Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets très importants. La géopolitique des États-Unis d'Amérique, les réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle, Bombardiro Krokodilov et le plan de victoire présenté par Andrei Nikolaevitch Ilarionov. Mais je vais débuter par une chose mineure et misérable. Et je me suis souvenu de Dmitri Bykov. Fou, il ne faut plus jamais le nommer la nuit, il est impur même une minute. Et à quel propos, donc? Je m'en suis souvenu, vous vous rappelez? Il criait à tous les coins de rue à propos d'Elon Musk, de son geste de lever la main vers le drapeau américain, et il disait que Musk faisait un salut nazi, c'est-à-dire qu'il faisait le geste, si j'ai bien compris, oui, voilà, Bykov disait cela en détournant les yeux vers le plafond, pensivement, comme s'il réfléchissait même aux caprices du destin. Et aussi que, voilà, Elon Musk s'est avéré être un fasciste qui n'a pas peur de faire ce salut. Directement à l'écran des téléviseurs, devant des milliards de téléspectateurs, voilà. Ah, Bykov a dit la chose suivante, je me souviens, cela m'a frappé. Si cela ressemble au fascisme, si cela sent le fascisme, alors c'est du fascisme. Aujourd'hui, le leader des démocrates du Parti démocrate au Congrès, Hakeem Jeffrey, est monté sur scène et a salué le drapeau américain de la main droite levé. Et ainsi, selon l'expression imagée de Bykov, il a fait un salut nazi. Peut-être que Bykov n'a pas inventé cela, c'est juste de lui que je l'ai entendu en premier. Ce mot m'est inconnu. Et je vais vous dire la chose suivante. Si Bykov ressemble à un bouc, parle comme un bouc, rit comme un bouc et pense comme un bouc, alors il est probablement, vous l'avez deviné, un bouc. Passons à la géopolitique. 277 000 étudiants chinois aux États-Unis pourraient être expulsés vers la Chine dans un avenir très proche. Ils ont tous signé des engagements en Chine. Transmettre à la patrie toute information qui sera demandée par la mère patrie. Surtout des informations sur les projets secrets que les universités, où ils étudient et travaillent, réalisent pour le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique. La tempête de riz s'est abattue. 277 000 étudiants chinois aux États-Unis risquent l'expulsion et l'annulation de leur visa. Les universités doivent cesser leur partenariat avec les institutions chinoises. Les États-Unis lancent une vaste campagne contre l'espionnage. Donald Trump déclare la guerre à l'élite rouge. Le festival chinois des bateaux dragons. Les commerçants se plaignent que personne n'achète leurs produits, les marchés sont vides et des millions de tonnes de fruits restent invendus. L'état des relations entre les États-Unis qui voulait établir des relations commerciales équitables avec la Chine. Mais la Chine, au lieu de cela, a déclaré une guerre commerciale à son meilleur client. Eh bien, au minimum, ce n'est pas très intelligent. 300 participants à l'exposition, seulement 3 commandes. Une foire, 300 fabricants, et nous avons passé 3 jours à espérer des commandes. Et pendant ces 3 jours, il n'y a eu que 3 ventes sur toute la foire. Le secteur bancaire est au bord de l'effondrement. Près de 80% des dirigeants de banques de la Chine continentale sont confrontés à une réduction de salaire. 80% des employés des banques seront soit licenciés, soit verront leur salaire sérieusement réduit. Les étudiantes chinoises aux États-Unis s'inquiètent de plus en plus de ne pas pouvoir terminer leurs études, craignant un retour forcé en Chine avant la fin de leur cursus. Obtenir un visa de résidence est devenu plus ardu. Et maintenant, même les programmes de stage facultatifs sont menacés d'annulation. Comme il a été rapporté précédemment, le 28 mai 2025. Marco Rudia, secrétaire d'État américain, a annoncé sur le site du département d'État une analyse massive des visas étudiants pour les étudiants chinois. La déclaration mentionnait aussi un réexamen de la politique des visas pour un contrôle plus strict des demandes en provenance de Chine et de Hong Kong. Un étudiant de 22 ans du nom de Chen, admis en master de sciences humaines à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a exprimé une profonde inquiétude après avoir vu la réaction sur les réseaux sociaux à cette nouvelle.
Une autre étudiante originaire de Chengdu a déclaré qu'elle reporterait son inscription d'un semestre si elle ne pouvait pas obtenir son visa à temps, ajoutant qu'elle accepterait peut-être l'offre de la London School of Economics si étudier aux États-Unis devenait impossible. Pendant ce temps, une doctorante chinoise de l'Université du Wisconsin à Madison a affirmé que les bons moments pour les étudiants étrangers étaient révolus, marquant le début de nouvelles difficultés. Lors d'une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères de la Chine le 29 mai 2025, la représentante du ministère des Affaires étrangères n'a pas accusé les États-Unis d'utiliser l'idéologie et la sécurité nationale pour annuler injustement les visas des étudiants chinois. C'était la réponse des États-Unis à l'ordre du gouvernement chinois. 2024, où il est dit que toutes les organisations et tous les citoyens chinois sont tenus d'aider, de soutenir et de coopérer avec les services de renseignement chinois. La loi prévoit, c'est écrit dans la loi, une application extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un territoire spécifique. Peu importe où se trouvent les Chinois, ils doivent coopérer avec les autorités. On sait par exemple que tous les étudiants chinois en Suède ont signé un accord secret pour servir les intérêts du régime, ce qui les a transformés en agents de renseignement du Parti communiste chinois, ou pour le dire simplement, en espions. L'association des étudiants chinois existe partout dans le monde, à l'étranger, pour ainsi dire, et aussi en Chine. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait en Chine même, mais à l'étranger, elle s'occupe d'une chose très simple. Elle surveille, elle fait du monitoring. Ils appellent cela la surveillance des étudiants, des collaborateurs, des employés, des doctorants, et ils exercent également une direction opérationnelle sur eux. Tous les étudiants en Chine ont laissé des proches et des membres de leur famille, qui sont en quelque sorte des otages, c'est-à-dire, selon nous, oui. Les réseaux sociaux des étudiants chinois sont surveillés par les services de renseignement extérieurs de la Chine, leurs emails sont surveillés ainsi que toutes sortes de communications. Il leur est interdit de communiquer avec leurs proches en Chine, en interne, d'utiliser des outils sur Internet que les Chinois ne peuvent pas surveiller. Juste un jour avant l'annonce de l'annulation des visas, le 27 mai 2025, l'administration Trump a suspendu la délivrance de nouveaux visas pour les étudiants étrangers dans toutes les ambassades américaines dans le monde. Cet ordre, inclus dans une dépêche interne signée par Rubio, fait partie du plan du département d'État visant à renforcer les contrôles, notamment par une surveillance plus approfondie des réseaux sociaux. L'annulation des visas pour les étudiants chinois fait partie d'une politique plus large de l'administration Trump visant à limiter l'accès des étudiants étrangers à l'enseignement supérieur aux États-Unis sous prétexte de considérations de sécurité nationale. Et la secrétaire Rubio a souligné que les étudiants poursuivant des domaines sensibles, tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les biotechnologies, feront l'objet d'un contrôle plus rigoureux. Il a affirmé que les États-Unis empêcheraient les régimes hostiles d'exploiter notre système éducatif pour accéder aux technologies et connaissances clés en matière de défense. Les Chinois volent nos technologies, envoyant leurs espions sous couvert d'étudiants. De plus, ils soudoyent non seulement des employés chinois, mais aussi des sino-américains et utilisent des maîtres chanteurs. Cela doit cesser, assez. En 2023e-2024e année scolaire, aux États-Unis, plus d'1,1 million d'étudiants étrangers ont étudié, dont environ la moitié venaient d'Inde et de Chine. Un demi-million venant d'Inde et de Chine. Auparavant, le Federal Bureau of Investigation avait averti sur son site que le Parti communiste chinois utilisait des doctorants et des post-doctorants dans des domaines tels que l'ingénierie, la science et les mathématiques pour collecter de la propriété intellectuelle. Ces inquiétudes ne sont pas sans fondement, car le Federal Bureau of Investigation a averti à plusieurs reprises que la Chine utilise des programmes d'échanges académiques pour recueillir des informations de renseignement. Même des établissements d'enseignement prestigieux comme Harvard et Caltech ont fait l'objet d'enquêtes liées à des soupçons de vol de technologie par le gouvernement chinois. Shen Minxu, professeur associé à l'université Tamkang à Taïwan, a indiqué que la politique de Trump est liée aux préoccupations sur l'influence et les fuites technologiques sur les campus. Elle a souligné le récent scandale impliquant Harvard lorsque le ministère américain de la Sécurité intérieure a envoyé une lettre demandant si l'université collaborait avec le Parti communiste chinois. Le 22 mai 2025, la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a ordonné de mettre fin à la certification de Harvard dans le cadre du programme pour les étudiants et les participants aux échanges. Harvard ne peut plus accepter de nouveaux étudiants étrangers et des milliers d'étudiants actuels doivent soit être transférés, soit quitter les États-Unis.
Noem a accusé Harvard de ne pas avoir su protéger ses étudiants, d'avoir permis une hausse de la criminalité sur le campus, d'avoir des politiques discriminatoires de diversité, d'égalité et d'inclusion, et d'avoir accepté de grosses donations de gouvernements étrangers. Entre 2022 et 2023, le taux de criminalité sur le campus a augmenté de 55%, le nombre d'agressions graves a augmenté de 295%, tandis que le nombre de vols a augmenté de 560%. Noem a déclaré que le gouvernement tient Harvard pour responsable d'encourager la violence, de soutenir l'antisémitisme et de collaborer avec le Parti communiste chinois. Elle a souligné que Harvard avait plusieurs moyens de respecter la loi, mais ne l'a pas fait. Actuellement, environ 6 800 étudiants étrangers étudient à Harvard, ce qui représente environ 27% du nombre total d'étudiants. Parmi eux, près de 20% viennent de Chine. Selon une enquête menée par Harvard Crimson et le ministère de l'Éducation des États-Unis depuis 2013, Harvard a reçu des dizaines de millions de dollars de dons en provenance de Chine, dont une partie transitée par Hong Kong ou Singapour. De plus, de nombreuses sources anonymes étaient difficilement retraçables. Les États-Unis lancent une vaste campagne contre l'espionnage et Donald Trump déclare la guerre à l'élite rouge. Les Arabes organisent des manifestations pro-Hamas, tandis que les Chinois volent des technologies. En 2025, la sénatrice de Floride, Ashley Moody, s'est interrogée sur la pertinence de continuer à délivrer 300 000 visas étudiants par an aux citoyens chinois, sachant qu'ils sont légalement tenus de collecter des renseignements pour le Parti communiste chinois. Réponse de Feinstein, nous ne pouvons pas. Selon le rapport de Stan Trivy du 7 mai 2025, le gouvernement chinois a mené pendant longtemps des activités d'espionnage à l'université de Stanford en utilisant des agents infiltrés et l'infiltration sociale pour surveiller les étudiants spécialisés dans les recherches liées à la Chine, ainsi que pour collecter des informations académiques confidentielles. L'enquête a révélé que certains étudiants chinois aux États-Unis étaient pressés de respecter la loi sur le renseignement national chinois. Apparemment, ils devaient régulièrement rapporter leurs progrès de recherche à l'ambassade de Chine. Des étudiants ont rapporté avoir été avertis. En cas de non-respect, leurs familles en Chine pourraient subir des répressions politiques ou financières. Pendant le premier mandat de Donald Trump, le ministère américain de l'Éducation a enquêté sur 19 cas où des universités n'avaient pas déclaré avoir reçu des financements étrangers de pays comme la Chine et la Russie, qui étaient considérés comme des États hostiles. Des citoyens chinois avec des visas étudiants aux États-Unis se sont retrouvés impliqués dans des affaires judiciaires de sécurité nationale. En 2020, Yan Sen, lieutenant de l'Armée populaire de libération de la Chine, qui étudiait à l'Université de Boston d'octobre 2017 à avril 2019. Dans un programme d'échange, elle a été accusée par les procureurs fédéraux d'avoir dissimulé son service militaire en cours lors de sa demande de visa. Il est rapporté qu'elle a accompli de nombreuses missions pour les militaires chinois, y compris l'envoi de documents américains en Chine et l'obtention de renseignements militaires américains. En octobre 2024, 5 citoyens chinois, qui étaient étudiants à l'Université du Michigan dans le cadre d'un programme conjoint avec l'Université de Shanghai-Siatun, ont été inculpés après avoir été soupçonnés d'avoir induit les enquêteurs en erreur concernant leur voyage vers un site militaire isolé dans le Michigan et d'avoir conspiré pour supprimer des preuves photographiques de leur téléphone portable. En décembre 2024, Wen Shenhua, citoyen chinois, a été arrêté en Californie, soupçonné d'avoir effectué des livraisons militaires en Corée du Nord. Chinois a aussi outrepassé la durée permise par son visa étudiant. Les actions de l'administration Trump visant Harvard et les visas pour les étudiants chinois font partie d'une campagne plus large visant à rompre les liens entre l'enseignement supérieur américain et le Parti communiste chinois afin d'assurer un environnement académique plus sûr et protégé aux États-Unis. Il est à noter que la majorité des étudiants chinois qui étudient aux États-Unis sont les enfants de l'élite du Parti communiste chinois. En réalité, cela équivaut à une déclaration de guerre des États-Unis envers l'élite dirigeante du Parti communiste chinois. Après cela... Et vous pensez qu'il suffit simplement de parler avec la direction de la Chine? Genre, eh bien, espionner ce n'est pas bien les gars, et espérer qu'ils vont arrêter. Ou bien, il faut chasser les espions à coups de balai, même s'ils sont espions par obligation de nos universités, de nos laboratoires et, en général, du pays. Je me demande comment l'Amérique réagit aux actions de l'administration de Trump. Par exemple, que pensent les Américains des dirigeants de nos 2 principaux partis? Nous avons un système bipartite avec 2 partis principales, mais pas seulement 2. Comment les Américains perçoivent-ils généralement les partis? Quel parti peut-on le mieux qualifier de parti avec des dirigeants forts? Regardez ça. 16% des Américains pensent que les démocrates ont des dirigeants forts, tandis que 40% disent que c'est le Parti républicain.
Dans l'ensemble, aucun des deux partis ne s'en sort brillamment aux yeux de nombreux Américains, qui estiment qu'aucune de ces caractéristiques ne leur correspond. La situation est bien pire pour les démocrates, le parti qui tente d'obtenir des résultats. Seulement 19% des Américains disent cela des démocrates, contre 36% pour les républicains. 16% seulement de la population pensent que les démocrates ont des dirigeants forts. C'est-à-dire, en réalité, cela signifie que plus de la moitié des membres de ce même parti démocrate pensent qu'ils n'ont pas de leader. 40% des Américains, c'est-à-dire, tous les républicains, plus encore, quelques pourcents d'indépendants pensent qu'il y a un leader fort à la Maison-Blanche, et cela leur plaît. Mais la question est de savoir quel parti fait pour le pays ce dont le pays a besoin. Parmi les démocrates, 19% de la population ont répondu. C'est-à-dire que, encore une fois, un peu plus de la moitié de leur parti, de leur propre parti, la moitié du parti, pensent que non, qu'ils ne font pas ce dont le pays a besoin. Chez les républicains, qui représentent d'environ 35 à 36% de la population, c'est-à-dire la totalité du parti républicain, 100% adhèrent à ces idées. C'est-à-dire que tous les républicains pensent donc que l'administration du président Trump sait ce dont le pays a besoin. Le chef des démocrates, qui a déraillé, parler de Bikoff signifie qu'il a dérapé au Congrès. Et on lui a demandé de répondre, en fait, à ce qui se passe réellement. Monsieur le leader, vous avez mentionné les sondages, alors permettez-moi de vous parler d'un nouveau qui vient tout juste de sortir ce matin. Il montre que seulement 19% des Américains pensent que votre parti est capable de faire quelque chose, tandis que 36% disent la même chose des républicains. Et seulement 16% pensent que votre parti a des leaders forts. C'est assez sévère, et vous êtes l'un de ces leaders. Comment comptez-vous changer cela? Oui. En ce moment, nous n'avons pas de poste présidentiel, donc il sera toujours difficile quelques mois après les élections présidentielles. Mais nous devons continuer à prouver tout d'abord que les démocrates, bien sûr, mais c'est un parti qui cherche à rendre la vie plus accessible pour les Américains ordinaires, pour les contribuables travailleurs, que nous pensons qu'il est nécessaire de réduire le coût élevé de la vie. Vous avez remarqué qu'il ne parle pas de la création de nouvelles entreprises, de technologies, de nouvelles voies commerciales. Il dit qu'il faut prendre davantage à ceux qui gagnent de l'argent et donner à ceux qui travaillent moins, qui vendent moins bien. Ou bien il laisse malades, paresseux, incompétents ou débiles. C'est ce qu'on entend quand on parle de réduire le coût de la vie. À qui veut-on réduire le coût de la vie? Pour ceux que j'ai mentionnés, oui, déjà. Mais la question est, pour qui? Pour qui réduire le coût de la vie? La réponse, ce n'est pas pour tout le monde. Les républicains veulent qu'il y ait plus d'emplois bien rémunérés, tandis que les démocrates veulent prendre l'argent de ceux qui en ont et le redistribuer. Pourquoi gagner de l'argent quand on peut simplement voler quelqu'un? Quand ils se redistribuent, ils ne s'oublient pas eux-mêmes. C'est justement la différence d'approche entre les partis déjà manifestés, les socialistes déclarés et le parti du marché libre. Concernant les démocrates finlandais, je vais les défendre. Ils ont leur propre position. Votre position sur les immigrés en situation irrégulière diffère selon qu'il s'agisse de garçons ou de filles dans le sport. C'est pourquoi votre parti a tant de difficultés en ce moment, car vous ne soutenez rien de ce qui est du bon côté. Sur les questions des années 80 et 20, qui provoquent cette fracture culturelle en Amérique, je pense que Wes Moore est en fait un communicateur assez talentueux. En Caroline du Sud, Tim Walz s'est aussi exprimé. Il fait preuve d'une extrême stupidité mêlée à de la mauvaise volonté, un mélange toxique. Il n'est pas l'avenir du Parti démocrate. Moore est intéressant, peut-être même plus intéressant que certains des radicaux que vous avez, comme Crockett. En fait, ce sont eux les véritables leaders de votre parti en ce moment. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'idée. Eh bien, le mot le plus simple et facile, c'est Jitio. Le peuple devient fou à cause d'eux. Et ils essaient encore de toute leur force, à la limite de la légalité, voire illégalement, je dirais, d'arrêter ou de ralentir la restauration du pays. Peu importe si tout le monde va plus mal, l'essentiel, c'est que ce roux n'obtienne rien et que nous puissions reprendre le pouvoir. Il semble que cette phrase du bombardier crocodile soit devenue populaire sur l'internet russophone après la première phase de l'opération Toile d'araignée. Une opération bien pensée a été menée de manière professionnelle.
Presque simultanément, dimanche, des drones ukrainiens ont décollé de conteneurs longtemps stockés et 4 aérodromes militaires russes ont été attaqués. Sur ces aérodromes se trouvaient de lourds bombardiers, à partir desquels les Russes lançaient des missiles. Bien sûr, oui. Selon différentes sources, de 8 à 35 de ces lourds bombardiers ont été complètement détruits. Bien sûr, l'Ukraine affirme que 35 ont été détruits, tandis que la Russie parle de 2. Voilà. Je pense que les témoins oculaires vont bientôt tout nous raconter et nous montrer. Le blogging, d'une certaine manière, c'est bien, non ? La réaction à cela a été, bien sûr, une hostilité accrue du Kremlin. Les accusations, en effet, sont liées à ce train qui a déraillé. Qu'en Ukraine aussi, soi-disant, ils tuent des civils qu'on nous a accusés, mais eux aussi tuent. Il est intéressant de noter qu'après que les Russes ont détruit des villes entières, en Ukraine, des dizaines, des centaines de milliers de personnes sont mortes, des millions de personnes ont fui, un tiers du pays a été détruit. Lavrov a ensuite appelé Rubio et s'est plaint des terroristes ukrainiens. Bien sûr, Rubio a exprimé ses condoléances aux victimes. Je remplacerai cette phrase générée par l'intelligence artificielle. Voici le bombardier crocodile, s'apparpe bombardier de crocodile. Parce que Poutine, Lavrov, Peskov et d'autres ours à Ishaïgou sont déjà bien plus des crocodiles que des humains. Les Ukrainiens avaient vraiment besoin d'une poussée émotionnelle pour remonter le moral, bien sûr, et ils l'ont eu sur le champ de bataille et lors des négociations. Malheureusement, cela ne change rien pour l'instant. Mais, comme on dit, le moral élevé fait des miracles et seuls les courageux domptent les mers. Bonjour, ici Victor Davis Kenson. Un nouveau développement, une nouvelle phase est apparue dans la guerre en Ukraine. Je sais que nous en avons déjà parlé auparavant, mais tout récemment. Vladimir Poutine a intensifié ses attaques. Ce n'est pas tant sur la ligne de front en tant que telle, mais plutôt sur des cibles civiles qu'il frappe avec des missiles et des drones à l'est et même à l'ouest, jusqu'à Kiev. Cela a provoqué une réaction furieuse de Donald. Il me semble que le sous-entendu de Donald Trump est le suivant. Attends un peu, Vladimir, j'ai pourtant dit à Zelensky de ne pas demander autant et d'être prêt à une trêve. Nous avons déjà un accord en cours d'élaboration et maintenant tu gâches tout alors que l'essence de l'accord était à peu près que tu obtiens le Donbass et la Crimée, tu consolides cela au niveau institutionnel. Et nous obtenons un certain accord sur l'armement de l'Ukraine. Mais officiellement, elle n'entre pas dans l'OTAN. C'est-à-dire que Victor Kenson estime qu'un accord a été conclu sur la division de l'Ukraine et sur l'armement de l'Ukraine indépendante avec des armes modernes. Mais Poutine, au lieu de réduire les effusions de sang, a commencé à tuer de plus en plus de civils. Quelque part sur la ligne de front, et quelque part là où passe actuellement la ligne de front, un cessez-le-feu sera conclu, puis une zone économique avec des minéraux rares apparaîtra, une sorte de ligne de confinement. Et en partant de ce schéma général, nous pourrions organiser une conférence de paix et travailler sur les détails. Mais maintenant, tu commences une escalade qui détruit mes rêves de résoudre le problème que j'ai hérité de Joe Biden. Et lui, Trump, dit assez agacé, « Tu sais, Vladimir se comporte comme un fou. » La gauche s'est enthousiasmée et a dit, « Vous voyez, vous voyez, vous voyez, Trump a enfin accepté notre point de vue. » Je ne veux même pas commenter des déclarations du genre « Trump a ouvert les yeux ». Trump a enfin commencé à comprendre. Parce que d'après la gauche, j'ai appris que Trump est fini. Idiot, débile, raté et bien sûr vaurien. Et il ne peut rien comprendre étant un débile. Pour voir clair, il faut des yeux. Et d'après l'internet russophone, et d'ailleurs anglophone, Trump n'a qu'une bouche pour bouffer comme 4. Mais il n'a ni yeux ni cerveau. Je ne pense pas que tout se soit passé exactement comme ça. En réalité, Trump dit au monde, si nous suivions votre exemple et exercions des pressions uniquement sur Vladimir Poutine, nous n'aurions jamais conclu d'accord. Parce que les Russes auraient été perçus comme plutôt sympathiques par une partie du monde et auraient dit que les États-Unis soutiennent trop l'Ukraine.
Mais je suis venu et j'étais prêt à lui donner une chance. Et maintenant, le monde entier voit qu'il ne veut pas saisir cette chance, et le monde entier voit qu'il fait échouer l'accord. Mais pourquoi Vladimir Poutine refuse-t-il l'accord? Quelle est sa motivation pour agir ainsi? Et pour mon avis, la réponse est qu'il doit rendre des comptes pour la guerre qu'il a commencée de manière préventive dans le but de s'emparer de toute l'Ukraine en décapitant Kiev. En février 2022, si l'on avance rapidement, il y a probablement déjà environ 1,5 million de morts, de blessés et de disparus des deux côtés. Ce chiffre continue d'augmenter, mais la plupart des pertes sont russes. Environ 1 million de Russes ont probablement été tués, blessés ou portés disparus. Je pense que Kenson a raison. Il y a environ 1 million de Russes tués, blessés ou mutilés. Et quelqu'un devra expliquer à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs mères pourquoi, en fait, ils sont morts. Et Vladimir Poutine, bien qu'il soit un dictateur avec un pouvoir absolu, aucun dictateur en réalité ne détient un pouvoir absolu. Il est obligé de rendre des comptes de manière informelle à un cercle complexe d'oligarques, de riches oligarques, de bureaucrates, de hauts fonctionnaires et de militaires. Et il arrive un moment où il doit montrer que ce qu'il a fait en Ukraine, il y a des millions de morts, de blessés et de disparus, et il considère que tant que cela n'est pas atteint, autrement dit, il revient vers eux et dit que seul Vladimir a institutionnalisé l'annexion du Donbass et de la Crimée, que d'ailleurs j'ai obtenu pour vous en 2014, et maintenant il n'y a plus aucun doute qu'ils font partie de la Russie. Seul Vladimir a retiré l'Ukraine de l'OTAN, seul Vladimir a avancé de 46 milles à l'ouest du Donbass et de la Crimée. Et je pense qu'il considère que ce complexe dont je viens juste de parler, J'ai mentionné, il dit, c'est-à-dire, en fait, tu ne nous as rien donné. Nous avions déjà le Donbass, la Crimée, et nous avions un peu avancé vers l'ouest. Nous savions que l'Ukraine, l'Europe ne les voulait pas dans l'OTAN, les États-Unis ne les voulaient pas dans l'OTAN. Qu'as-tu vraiment apporté, Vladimir? Tu n'es pas allé assez loin à l'ouest. Maintenant, retourne là-bas, et il nous faut d'une manière ou d'une autre justifier 1 million de pertes. Et sur le champ de bataille, il n'y a presque rien. Donc, je pense que Vladimir Poutine estime qu'il va continuer la guerre, poursuivre la campagne de terreur, obtenir plus de concessions des Européens, des Américains et des Ukrainiens, et avancer un peu la ligne de front vers l'ouest. Si c'est le cas, alors Poutine est un malin, il est rusé. C'est bien sûr une araignée venimeuse et malveillante, mais il ne sait pas lire les personnes fortes et sûres d'elles. Là-bas, au comité de Gosudarstvenoi, Bezopasnosti, ils pensent que tolérer un accord pendant un certain temps est un signe de faiblesse, d'incertitude, et donc cela permet de s'approprier davantage. Si j'étais Vladimir Poutine, je conclurais un accord dès aujourd'hui, puis je reprendrais les livraisons de gaz naturel et de pétrole vers l'Europe. J'ouvrirai à nouveau l'économie et je dirai au peuple russe ce que vous avez accompli. Je ne pense pas que ce serait tout à fait vrai, mais vous pourriez leur dire. C'est uniquement grâce à moi que la Crimée est restée pour toujours là où elle doit être, en Russie. La même chose avec le Donbass, et j'ai résisté à l'Occident et j'ai dit « pas de l'OTAN » et j'ai gagné cette guerre. Ce n'est pas le meilleur scénario, mais il est bien meilleur qu'un autre Stalingrad, Verdun ou la Somme pour la Russie dans les 2 prochaines années. Je pense que Poutine et son entourage, ils pensent selon un système d'avant Trump, un système de pensée d'avant Trump, quand la politique pouvait être calculée et prédite, quand les dirigeants suivaient l'opinion publique, si tu connaissais l'opinion publique, tu savais où irait la politique. Aux États-Unis maintenant, il y a un président imprévisible, une politique imprévisible. Et il y en a un qui peut changer l'humeur et la perception des électeurs américains. Et c'est difficile à comprendre et à accepter pour les non-américains. Et, d'ailleurs, de beaucoup d'Américains aussi qui pensent eux-mêmes, eh bien, ceux-là qui vivent en Amérique comme Bykov, oui, on ne peut pas vraiment l'appeler américain, bien sûr, il n'a pas appris. Je comprends parfaitement que Bykov est poète, écrivain, spécialiste de la littérature. On dit qu'il est remarquable, exceptionnel, qu'il raconte merveilleusement bien, mais en dehors de son activité professionnelle, en dehors de son domaine d'activité.
C'est terrible, oui, il ne sait pas penser. Il a appris à baver dans les coins de la bouche et à polluer discrètement l'air, mais penser, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, il est difficile de prédire, mais on peut réfléchir aux tendances, à ce qui pourrait théoriquement arriver. Pendant 4 mois, des négociations ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie. Les Américains, y compris Trump, ont passé beaucoup de temps à élaborer des plans, à discuter avec la partie russe des modifications et des corrections. Tout cela pour régler une guerre qui n'est pas la nôtre. La première surprise pour nous a été que l'Ukraine avait une vision absolument irréaliste de la résolution de ses problèmes territoriaux. En cédant 1/5 de leur territoire à l'ennemi et sans avoir ni les armes ni les forces pour le reprendre. La direction ukrainienne jurait qu'elle ne mettrait pas fin à la guerre tant que le dernier soldat russe ne serait pas chassé de leur territoire, de leur pays. Mais ils ne peuvent pas chasser les Russes. Et il n'y a personne qu'ils pourraient, comme on dit, inviter à le faire à leur place. À l'intérieur du pays, on attise de toutes les manières possibles la haine envers la seule personne de qui pourrait venir le salut, ou du moins de qui pourrait venir de l'aide. Peut-être pas sous la forme qu'ils auraient souhaité, mais une aide pour ne pas périr, une aide pour ne pas s'effondrer, une aide pour ne pas livrer le pays à l'ennemi. Et c'est contre cette seule personne que les médias ukrainiens et la direction ukrainienne mènent une campagne de haine encore plus féroce que contre Poutine. Mesdames et messieurs, réfléchissez à cela plus que contre Poutine. En travaillant main dans la main avec la propagande russe, les médias ukrainiens ont glorifié la mort pour la patrie. De facto, pour ainsi dire, qu'ils laissent mourir chaque Ukrainien jusqu'au dernier. Mais avant qu'ils ne meurent tous, nous ne céderons pas notre territoire à l'ennemi. Mais après leur mort, bien sûr, nous le céderons. Dans le même temps, la plupart des politiciens et des propagandistes ont leurs enfants qui vivent à l'étranger. Voilà, en partie, dans cette Amérique si détestée. Mais néanmoins, d'une certaine manière. Ayant réglé la situation avec le président ukrainien, Donald Trump a soupiré et a pensé que l'affaire allait maintenant se terminer. Pourquoi ? Parce que la Russie prendra le Donbass et la Crimée. L'Ukraine obtiendra 80% de son territoire et la paix. La reconstruction du pays aux frais des investisseurs étrangers n'a pas eu lieu. Pourquoi ce n'était pas le cas ? Parce que le Kremlin, ayant compris qu'il ne pouvait plus tirer les ficelles de Zelensky, a cessé de coopérer, montrant qu'en réalité, il n'avait rien en tête. En fait, ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ce qu'ils auraient pu obtenir avec un tel partage, ne leur suffit pas. Ils en veulent plus. Et Trump sera maintenant obligé de passer à une stratégie qu'il n'aime pas. Il aime menacer, mais il essaie quand même de ne pas aller jusqu'au conflit. Et là, la Russie cherche tout simplement la confrontation, elle cherche tout simplement le conflit. En fait, la Russie pense qu'ils ont percé à jour Trump, et qu'il est ce que les Chinois appellent un tigre de papier. Je ne sais pas comment Trump va réagir à cette provocation, à cette incitation de mon point de vue. À l'époque, il a bombardé l'aérodrome en Syrie où les Wagneriens stockèrent leur gaz toxique venu de Russie. Il l'a détruit. Que va-t-il faire maintenant ? Personne ne le sait. En tout cas, moi, je ne sais vraiment pas. Et je ne peux même pas l'imaginer. Mais Trump va maintenant répondre à Poutine. Et ce ne sera pas un appel amical pour discuter de la grossesse de Kabeva. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une conversation directe et dure. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges et attachez vos ceintures de sécurité. Parce que prédire où et comment Trump va tourner brusquement et à quelle vitesse, personnellement, je ne m'y risquerai pas du tout. Et si Bykov, Khodorkovsky, Gordon ou Barashkin disent qu'ils peuvent le faire, crachez-leur, s'il vous plaît, au visage avec une salive venimeuse. En effet, on dit qu'une infection n'en craint pas une autre. D'ailleurs, moi aussi, je n'aime pas ces avortons, probablement autant que vous. Peut-être même encore plus.
Et maintenant, pour le dessert, mesdames et messieurs, le plan de la victoire. J'ai longtemps été surpris par le changement de position d'Andrei Larionov et je voulais lui poser une question qu'à ma place a posée une charmante jeune femme ukrainienne, animatrice à la télévision ou dans un podcast, je ne sais même pas. C'est vrai, j'aurais utilisé 4 mots. Mais elle donc, elle un peu nerveuse, je dirais, essayait de ne pas avoir l'air d'une traîtresse à la patrie. En posant, pour ainsi dire, cette question ou ces questions, elle y a passé 3, 4, peut-être même 5 minutes. Le voilà. Mais d'abord, donc, qu'a dit Andrei Nikolaïevitch et comment, pour ainsi dire, y a-t-elle réagi ? C'est pourquoi toutes ces déclarations faites par Kellogg, faites par Rubia, faites par Vance, faites par Trump, sur le fait que cette guerre n'a pas de solution militaire, il ne s'agit que du reflet de leurs propres fantasmes qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Dans cette guerre, malheureusement, il n'y a pas de solution militaire. Dans cette guerre, il n'y a qu'une solution militaire, et cette solution militaire s'appelle la défaite militaire de l'agresseur. Il n'y a pas d'autres options. Alors, la seule chose à faire, chers citoyens ukrainiens, c'est de vaincre Poutine, de l'écraser, de le battre, c'est-à-dire de le mettre en fuite, de le disperser. Mais comment ? Au fait, pourquoi Trump, Rubio et toute l'armée américaine ne comprennent-ils pas une vérité aussi simple ? À en juger par la façon dont ils agissent, le temps ne les aidera pas. Ils ne comprennent tout simplement pas cela, ou ils ne veulent pas comprendre. Soit le prix Nobel, soit le spectre du prix Nobel a complètement obscurci leur conscience. C'est-à-dire que la conscience de Donald Trump a été obscurcie par un spectre, mais dans ce cas, ce n'est pas le communisme, c'est le prix Nobel qui a obscurci la conscience de Donald Trump. Un spectre. Et donc, peu importe ce qui se passe sur le front, peu importe ce qui arrive aux infrastructures civiles sur le territoire de l'Ukraine, ils continueront à jouer leur propre mélodie. Raconter qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, arrêter Poutine, qui aurait perdu la raison, ou qui ne l'aurait pas perdu, que ce soit mes amis ou non, nous allons négocier, c'est inévitable. Et maintenant, la question. D'accord, je vous écoute. Pourriez-vous reformuler votre question ? Et si cette guerre a une solution militaire, et qu'est-ce que j'entends par là ? Il est facile de supposer qu'une solution militaire existe probablement. Mais le fait est que, depuis 3 ans, l'Ukraine se trouve simplement dans un état de guerre d'usure. Et tout ce dont nous avons parlé et compté, c'est que nous sommes pratiquement toujours au bord du gouffre. Nous avons toujours dû faire face à des situations sans aucune aide, comme vous le savez très bien. L'Ukraine est très épuisée. Il est très difficile pour l'Ukraine de se battre. Et tous les autres pays disent « oui, nous pouvons aider d'une certaine manière ». Mais personne n'envoie de troupes. Rien de tout cela ne se passe. La Russie, sans gêne, fait appel à la Corée du Nord, à des Africains, des Indiens et de nombreuses autres personnes pour combattre à ses côtés. Personne ne garantit que demain, en prenant une décision militaire, la Corée du Nord n'enverra pas 300 000 soldats combattre en Ukraine. Qui peut garantir cela ? Et dans ce sens, je pose alors la question, existe-t-il une solution militaire à cela, à cette guerre ? Et à quoi ressemble-t-elle ? Cela ne peut sembler bien que dans le cas où l'Ukraine deviendrait définitivement l'arène d'un affrontement entre le bloc de l'OTAN et le bloc russe, et tous ceux qui font partie du bloc russe. Parce que je ne vois absolument aucune autre option. Parce que la Russie a toujours la possibilité de sortir quelque chose de sa poche et de dire « Eh bien, maintenant, je vais lancer une bombe nucléaire. » Et c'est tout. Et alors, comment résoudre cette question ? Je ne dramatise pas et ne suis pas paniquée, mais je veux intentionnellement approfondir cette question maintenant. Ce conflit, cette guerre, a-t-elle une solution militaire et à quoi ressemblerait-elle ? Laissez-moi essayer d'être plus bref. Andrei Nikolaïevitch, est-ce qu'il est possible que tous les Ukrainiens périssent dans cette lutte sacrée que vous proposez ? Oui, tous. Ils périront. Que signifie une solution militaire ? Cela signifie la défaite militaire de l'agresseur. Est-ce que cela signifie un défilé des troupes ukrainiennes sur la place rouge à Moscou ? La réponse ne signifie pas cela. Ceux qui essaient de manipuler, qui essaient de déformer les déclarations correspondantes, disent, voilà, ils veulent que les troupes ukrainiennes fassent ceci, fassent cela, qu'elles aillent là-bas, etc. Voilà ce qu'ils veulent faire. Non, rien de tel. L'une des méthodes préférées des sophistes, pour laquelle je n'ai jamais eu de respect pour Ilarionov, est maintenant, honnêtement,
Je suis un peu choqué. C'est annoncé que quelqu'un parle de lui ou de quelque chose là-bas, quelque chose qu'il a inventé lui-même, puis expliqué à quel point c'est stupide. Je crois qu'on lui a demandé comment gagner. La défaite militaire de l'agresseur ne signifie pas conquête ou occupation. L'entrée à Moscou n'est pas exclue, mais cela ne veut rien dire. Mais vous avez remarqué, la prise de Moscou n'est pas exclue. Oh maman, il s'avère que ce n'est pas exclu. Alors la question se pose, quelle option de défaite militaire avez-vous en tête? Je peux donner un exemple. Lequel? La guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921, le miracle de la Vistule, les troupes polonaises, les troupes de Piłsudski infligent une défaite à l'armée rouge, donc voilà, du front occidental, Tukhachevski sur la Vistule, le miracle de la Vistule, et l'armée de Boudienny subit une défaite près de Lviv. C'est donc un miracle, n'est-ce pas? Donc, ce sont des Martiens avec des armes extraterrestres ou une armée dense d'Israélites. Ils déménagent vivre à Lougandon et, avec l'aide de l'hyperboloïde de l'ingénieur Galine, ils brûlent les moscovites. Alors, C'est parfaitement clair. L'armée soviétique subit 6 défaites consécutives face à l'armée finlandaise durant l'été 1944, après lesquelles Govorov demande à Staline encore 19 divisions de chars, ce à quoi Staline répond « Je ne donnerai pas, c'est trop cher ». Et, au contraire, il retire toutes les unités de choc du front finlandais et les transfère vers l'Allemagne. Il affirme que l'issue de la guerre se joue à Berlin et non à Helsinki. autrement dit, pour traduire dans le langage d'aujourd'hui, le sort de la guerre ne se décide pas à Kiev, mais à Washington. Mais pour que Staline prenne cette décision, il a d'abord fallu que l'armée soviétique subisse 6 défaites. À l'été 1944, je le répète, à ce moment-là, c'est le sommet de la puissance de l'armée soviétique. Ce n'est pas 1941 ni 1942, c'est 1944. À ce moment-là, il y avait 10 frappes staliniennes. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai enfin compris. J'ai compris ce qu'Andreï Nikolaïevitch propose. Il dit, eh bien, si on met de côté les mots savants et la timidité pour ne surtout rien dire, mais pour qu'on comprenne, enfin pour ne pas le dire soi-même, eh bien là, pour ainsi dire, un économiste diplomate. Voilà. Ah, j'ai en général un problème avec les mots intelligents, et en fait, avec les pensées intelligentes aussi, les Ukrainiens, dit Andreï Nikolaïevitch. Je suis tout à fait sérieux en ce moment. Cela vient soudainement de me frapper, alors mon expression peut sembler maladroite. Chers amis ukrainiens, collègues, chers compagnons de table, tirez ça aussi longtemps que possible, ne faites rien, attendez. Les États-Unis et la Chine se heurtent nerf de front. La Chine et la Russie ont signé des traités d'assistance mutuelle, d'ailleurs les mêmes que la Corée du Nord et la Russie, et très probablement l'Iran et la Russie aussi ont signé. Si les choses continuent comme maintenant, la Chine va s'affronter avec les États-Unis. Et alors, elle exigera de son vassal, la Russie de Poutine, de redéployer sa force militaire et son armement sur un autre front. Et alors, vous aurez la possibilité, après avoir accumulé des forces, de frapper les unités étrangères laissées là-bas, de les chasser d'Ukraine. Et peut-être même s'emparer d'un autre morceau, que les Russes seront trop faibles pour défendre en ce moment. Maintenant, c'est clair. Bien sûr, c'est flippant. Et si Donald Trump et les Chinois trouvent un accord? Mais Ilarionov est prêt à prendre des risques, aussi bien avec les Ukrainiens qu'avec l'Ukraine, et même avec toute l'Ukraine. Après tout, l'Ukraine, n'est-ce pas? Qui s'en soucie vraiment là-bas? La périphérie du grand empire russe et l'Ukraine, on ne la regrette pas. Eh bien, tu sais, à la fin, quand tu vas à Las Vegas, là-bas, on parie, tu mises ta dernière pièce, surtout si ce n'est pas la tienne, mais celle de ton voisin. Il s'est avéré que l'Arctique, eh bien, il s'ouvre tout simplement, et c'est tout. Et nous, on pensait qu'il avait soudoyé ou qu'il avait intimidé.
Mais en fait, non. Il n'a pas été intimidé. Il lui est juste venu cette idée. Et maintenant il dit, les gars, et si on mettait toute l'Ukraine en jeu, peut-être qu'on gagnera. C'est tout. À la prochaine rencontre. La suite arrive. Sous-titres créés par